Maintenant, on va essayer de comprendre le concept que vous décrivez dans le livre, qui est le cancer, crise énergétique. Mhm. On en a déjà parlé un tout petit peu. Euh, Pouvez-vous expliquer à notre audience la notion de la grande colonie cellulaire dont vous parlez dans le livre, qui constitue notre organisme, et pourquoi, selon vous, cette grande colonie serait en grand danger? Alors, dans le livre, je crois que c'est au chapitre 3 où j'ai décrit le cancer sous forme métaphorique. Et pour la métaphore en fait du corps humain, c'est la grande colonie. Nous sommes faits d'éléments cellulaires, de petites colonies qui sont par exemple nos organes, et l'ensemble de nos organes constitue la grande colonie, comme par exemple la Terre avec ses continents. Et puis nous, qui serions peut-être les cellules sur un espace terrestre. C'est un petit peu ça. J'ai pris en fait cette image pour que le concept de crise énergétique ou théorie métabolique soit compréhensible. Et donc en fait, dans cette métaphore, je décris des cellules mises en déroute, une société qui tombe en détresse parce que des agresseurs sont arrivés. Et lorsque des agresseurs arrivent, certaines cellules vont mourir. Et puis d'autres cellules qui ont la capacité de se défendre vont pouvoir mettre en place leur mécanisme de survie, comme des cellules cancéreuses, vont pouvoir se défendre et ensuite vont établir une colonie, entre guillemets, de cellules rebelles, qu'on considère comme rebelles alors que c'est simplement des cellules en situation de stress. Malheureusement, la situation de stress modifie le comportement cellulaire et elles vont se mettre à consommer les réserves de l'ensemble de la grande colonie, mettant ainsi la grande colonie en danger alors qu'en fait, elle ne voulait que survivre. C'est ça, cette métaphore. Donc les cellules cancéreuses, ce sont des rebelles en fait de l'organisme. Les cellules cancéreuses apparaissent comme des cellules rebelles parce qu'elles ont un comportement qui nous déroute. Dans leur bonne volonté de survivre, elles sont capables de mettre en danger l'ensemble de l'organisme. Mais en fait, ce sont des cellules qui ont juste su déclencher leur mécanisme de survie. Des cellules en détresse qui ont déclenché leur mécanisme de survie. On aimerait bien comprendre ce qu'est la mitochondrie dont vous parlez dans votre livre, que vous appelez la reine de l'énergie. Quel est son fonctionnement et pourquoi il est important de le comprendre? Alors, les mitochondries sont des organites intracellulaires qui ressemblent à des bactéries, une espèce de microbiote intracellulaire qui nous permet de produire de l'énergie, qui permet de produire l'essentiel de l'énergie cellulaire sous la forme d'ATP. Alors, d'où provient notre énergie? Nous disposons de trois substrats énergétiques, les glucides, les lipides et les protéines, qui vont être dégradés en glucose, acide gras et puis acide aminé. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande digestion, en fait. Et puis, il y a ensuite ce qu'on appelle la digestion cellulaire, puis la digestion mitochondriale. Donc, tous ces substrats énergétiques vont être dégradés de façon à produire à l'intérieur de la cellule des substances, des éléments énergétisés, des électrons de haute énergie, qui vont aller alimenter une turbine à l'intérieur de la mitochondrie qu'on appelle la phosphorylation oxydative. La mitochondrie, en fait, est un élément qui respire puisqu'elle va consommer de l'oxygène et avec ces éléments énergétisés, pour faire simple, hein, s'il vous plaît, produire de l'ATP. Et l'ATP, c'est L'énergie universelle. Voilà. Donc en fait, nous avons une digestion qui se poursuit jusque dans la cellule, jusqu'à la mitochondrie. Et donc nous extrayons les éléments de la Terre, hein, que j'ai cités, lipides, protéines lipides, protéines et glucides. J'ai oublié les glucides, vous voyez, c'est pas au hasard. et nous les associons à de l'oxygène. En fait, nous faisons une synthèse avec de l'oxygène pour produire notre énergie, l'ATP. Voilà. Et puis vous dites qu'il y a des agresseurs qui menacent notre mitochondrie. Et comment donc quels sont ces agresseurs et comment est-ce qu'ils réagissent face à cette agression? Alors, il y a énormément d'agresseurs qui nous menacent, et menacent en particulier notre mitochondrie. Difficile de tous les citer ici, mais nous baignons, surtout nous qui vivons
dans des grandes cités, nous baignons dans ces agresseurs. Il peut s'agir d'agresseurs physiques, comme les radiations ionisantes. Il peut s'agir d'agresseurs chimiques, les toxines, nos pesticides qui ont envahi notre quotidien, d'agresseurs biologiques, des germes, des hormones. Et puis, il peut y avoir aussi des agresseurs psycho-mentaux, le stress psycho-émotionnel, par exemple, qui est également un agresseur. Et tous ces agresseurs-là aboutissent, qu'ils soient physiques ou psychomentaux, aboutissent à un phénomène d'inflammation chronique. On sait cela aujourd'hui, aboutissent à une inflammation chronique qui génère un stress oxydant qui peut abîmer nos mitochondries et donc notre production énergétique en fait peut être altérée de ce fait-là et nous conduire à recourir à ce qu'on appelle la glycolyse aérobie. D'accord. Qui va, orienter, voilà, tout à fait, qui peut orienter vers l'apparition d'un cancer. Selon vous, c'est la mitochondrie qui décide si on vit ou si on meurt? C'est elle. C'est effectivement la mitochondrie qui décide si on vit ou on meurt. Lorsque la production énergétique mitochondriale devient insuffisante, et que le rendement énergétique de la cellule baisse, la mitochondrie peut décider de déclencher l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Ou à l'inverse, si elle réussit à faire participer le noyau cellulaire par le biais de la réponse rétrograde, en lui commandant d'activer les gènes de la glycolyse pour produire l'énergie par ce biais, la cellule peut survivre, mais avec un système qui est moins harmonieux que le système précédent. Donc, dans la situation de stress, on dépend de la glycolyse aérobie, qui est un mécanisme qui entraîne la prolifération cellulaire. Donc voilà. La prolifération cellulaire est une prolifération cancéreuse. Pour que la glycolyse aérobie est un mécanisme qui entraîne la prolifération cellulaire. Et il faut en complément de cela un système immunitaire défectueux pour que le cancer s'installe. Docteur Jacuzzi, expliquez-moi s'il vous plaît la cancérogénèse, la naissance d'un cancer. Vous dites que c'est un processus adaptatif pour la survie cellulaire. Oui, je pense. Autrefois, on pensait que les cellules cancéreuses étaient des cellules rebelles issues de je ne sais quoi. Mais je pense que rien ne se produit au hasard dans un organisme. Alors, la théorie énergétique du cancer permet de comprendre comment les cellules réagissent en cas de danger cellulaire. Lorsqu'apparaît un danger cellulaire, la réponse est une réponse inflammatoire qui génère un stress oxydant cellulaire. Lorsqu'il existe un stress oxydant cellulaire, les mitochondries peuvent être abîmées, si bien que la production énergétique cellulaire devient insuffisante. Et lorsque le rendement énergétique d'une cellule est insuffisant, la mitochondrie peut déclencher le mécanisme d'apoptose. Mais il existe également des mécanismes de survie. Donc, dans ces conditions, la mitochondrie, par le biais de la réponse rétrograde, par le biais de protéines, va commander au noyau de modifier ces gènes de façon à nourrir en fait un autre système de production énergétique qu'on appelle la glycolyse. Et donc ce système de production énergétique va donc se substituer à la production énergétique habituelle des mitochondries. Cette glycolyse aérobie dans ces conditions, qu'on appelle effet Warburg, est un système qui permet en même temps à la cellule de proliférer. Donc ça, c'est le point de départ d'un cancer. Et donc pour que le cancer s'installe, il faut en plus que le système immunitaire permette de soutenir ces cellules en détresse. Donc en fait, on sait aujourd'hui que dans un cancer, il existe deux compartiments virtuels,
les cellules, entre guillemets, que l'on appelait, terminologie qui devra changer, qu'on appelait rebelles, et puis le système immunitaire. Il existe une communication, si je peux dire, symbiotique entre les deux. Le système immunitaire soutenant les cellules en détresse et les aidant même à se propager sous la forme de métastases. On sait aujourd'hui que, par exemple, les cellules cancéreuses peuvent fusionner avec des macrophages. Macrophages qui sont des cellules éboueurs de l'organisme qui ont la capacité de mobilité et donc ils peuvent emmener donc, ces cellules cancéreuses sur d'autres sites pour faire des métastases. On sait aussi, grâce à des études expérimentales, que lorsqu'on affaiblit les macrophages de façon expérimentale, le phénomène métastatique est largement ralenti. Est-ce que cette vision métabolique, votre vision métabolique est partagée, si je comprends bien, avec une partie de la communauté médicale et scientifique, est-ce qu'elle exclut la théorie de la mutation somatique? La théorie énergétique n'exclut absolument pas la théorie de la mutation somatique. Au contraire, elle permet de l'expliquer, elle l'englobe en fait. Je reviens rapidement au processus du cancer. Le point de départ étant la mitochondrie en détresse, en fait, en difficulté, ne pouvant plus produire son énergie, qui envoie donc un signal au noyau. Ce signal au noyau, elle commande au noyau d'utiliser le second processus de production énergétique qui est la glycolyse aérobie. Pour établir ce système de production énergétique, il faut bien sûr qu'il y ait des modifications génétiques pour pouvoir produire les protéines, les enzymes qui permettent de produire l'énergie selon ce processus en fait. Et donc ce sont ces anomalies génétiques que le projet du génome humain a décrit et que l'on croyait être responsable du cancer. Mais en fait, ce ne sont que des étapes au cours de la formation d'un cancer.